D'abord commencer par la partie storytelling avec le thème les bonnes causes font-elles les bonnes histoires. Voilà, donc on sait que défendre une cause, mener un combat, éveiller les consciences passe aujourd'hui par le récit et l'art de raconter des histoires. Et donc pour en parler, justement, on va avoir différents points de vue et on essaiera de voir justement est-ce que parfois une cause peut être un obstacle pour raconter une histoire et comment surtout on arrive à s'en affranchir. Voilà, pour en parler, donc j'ai le plaisir d'accueillir Sabine Rosset, qui est directrice de Bloom Association. Voilà, que j'invite à me rejoindre sur scène. Voilà. Donc Sabine travaille donc pour l'association Bloom, dont les objectifs est de protéger l'océan et les espèces marines tout en maximisant les emplois durables dans la pêche et l'aquaculture. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec What the Fish. Tu peux t'installer, voilà. Voilà, exactement. Gilles Dufraisse. Gilles Dufraisse est un producteur engagé avec la société InFocus. Voilà, il fait ce qu'on appelle des productions à impact et il a accompagné durant sa carrière plus de 100 associations et ONG dans leur communication avant de se lancer dans la production de contenu, contenu à impact et il nous en parlera donc tout à l'heure. Fadette Drouard est scénariste. Elle a débuté comme journaliste avant de rejoindre le camp des créateurs d'histoires et de récits. On lui doit notamment le film de Grand Corps Malade, Patient, qu'elle a coécrit, également Comme des garçons, et puis plus récemment Papicha, dont on parlera tout à l'heure, qui est sorti l'année dernière et qui était sélectionné au Festival de Cannes et qui a reçu le fonds Impact, dont on parlera également, mais dans la prochaine table ronde. Et enfin, François-Régis Jeanne. François-Régis Jeanne est auteur, réalisateur. Il a démarré dans le documentaire de portraits de cinéastes. Et voilà, il a réalisé des portraits notamment de Francis Weber, de Jean-Jacques Hano, d'Olivier Marchal. Et puis après, il s'est dit, ce serait bien que je fasse mes films, je raconte mes histoires. Et il est sorti, en 2008, tu as sorti le film Demi-sœur, qui était ton premier long métrage en 2018, comme réalisateur et co-scénariste, puis également le film Break, et que tu développes actuellement donc un thriller d'anticipation Quantified et une comédie sur le changement, et donc tu es en plein dedans. C'est pour ça que c'était intéressant de t'avoir parmi nous, parce que justement toutes les questions qu'on va se poser, tu te les poses en ce moment, donc ça sera l'occasion d'évoquer tout ça. Voilà, donc l'idée justement, c'est on voit dans les films à impact, il y a beaucoup de films qui sont souvent des films documentaires, parce que l'engagement passe souvent par le réel, par le documentaire, et on voit en même temps émerger une tendance forte aujourd'hui, c'est d'utiliser la fiction, le film narratif, pour parler de ces sujets, mais différemment, et justement en essayant de montrer ce qui est parfois compliqué et difficile de montrer lors de films documentaires. Mais on va commencer justement par le documentaire et un projet qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle What the Fish, dont il était question d'ailleurs ce matin, parce que Jean-François Camilleri a été coproducteur, me semble-t-il, de ce film. Et ce qui était intéressant sur ce projet, alors peut-être pour commencer, peut-être dire deux mots sur le pitch justement de ce documentaire, puisqu'on n'a pas d'image, peut-être pour rappeler voilà, de quoi il est question. Bonjour à tous. Donc, très rapidement, ce que raconte le film What the Fish, c'est l'entreprise disons, de destruction massive des ressources marines de la mer du Nord, entreprise notamment par une partie de la flotte néerlandaise équipée de chalutiers électriques, bien qu'il y ait beaucoup d'autres techniques et d'autres nations qui dévastent les océans. Et nos amis de l'association Bloom ont monté une campagne ambitieuse, intense, aux côtés d'une partie des pêcheurs artisans européens pour obtenir l'interdiction définitive de la technique de pêche électrique. Voilà, il est question de rebondissement législatif, de lobbying, de campagne citoyenne. Voilà, je vous encourage à le voir. Alors, donc, ce qui est intéressant justement, c'est, on va revenir finalement à la genèse de ce projet et donc de ce travail qui était essentiel avec l'association Bloom, mais qu'on voit évidemment qu'il y a un acteur important du film, mais aussi toute la
partie, on va dire, de développement quand on écrit l'histoire et de pouvoir se frotter à la fois aux enjeux de l'association et en même temps les enjeux de narration et de réalisation. Donc peut-être Claire, Sabine, Claire étant la présidente. Je savais que j'allais le faire, je sais pas pourquoi. Et plus présidente. Voilà. Présidente d'honneur. Bon, voilà. Je ne suis pas Claire Nouvion. Je ne suis que Sabine, la directrice de Bloom. En fait, le projet, l'idée de départ, c'est que donc Bloom, on est une petite ONG de préservation des ressources marines et on essaye, je résume vraiment beaucoup, de changer le modèle existant de la pêche qui conduit à la disparition de la ressource et des écosystèmes marins et à la disparition des petits pêcheurs côtiers, dans l'indifférence générale. Et en fait, quand on mène une campagne avec un objectif de changement législatif, on a besoin, nous, toute petite équipe, évidemment, on ne fait pas le poids face aux gros lobbies industriels qui naviguent quotidiennement au sein des institutions européennes. Et donc, on a besoin de matériel. Ce matériel va nous permettre d'engranger, de choper des instants quand on va là-bas avec une caméra, par exemple, dont on garde une trace et qui est hyper importante. Et en fait, sur cette campagne, sur le démarrage de la campagne pour l'interdiction de la pêche électrique, on avait fait appel à Dorian Hez, qui est un réalisateur. Mais ce n'était pas pour ça qu'on l'avait fait venir, c'était juste qu'on avait besoin d'un caméraman, en fait, et pour qu'il filme tout, et qu'il nous suive systématiquement dès qu'on allait voir un député, qui filme des instants d'échanges entre deux députés, par exemple, entre un lobby et un député. Enfin, tout ça, on avait besoin d'avoir une trace visuelle. Et donc, on a fait appel à Dorian pendant une semaine avant le vote au Parlement européen, qui nous a suivis, qui a tout filmé, qui s'est rendu compte de l'enjeu en fait, que ça pouvait représenter de faire interdire une méthode de pêche, qui s'est rendu compte de l'enjeu législatif, qui s'est complètement pris au jeu et qui nous a suivis vraiment pendant une semaine avec les pêcheurs artisans qui nous accompagnaient, parce que quand vous venez au Parlement européen avec un pêcheur artisan, il n'y a jamais un député qui va vous fermer la porte au nez. Quand on vient, nous, tout seul, on n'arrive jamais à obtenir de rendez-vous. Donc c'est pour ça que les pêcheurs étaient à nos côtés, justement, pour tenter de faire comprendre que c'était une aberration d'autoriser au niveau européen cette méthode de pêche. Voilà la genèse de l'histoire. Ensuite, Gilles va continuer. Ouais, je pense que ce qui est intéressant à raconter dans l'histoire, c'est que j'ai l'impression que la plupart des films naissent, même les films les plus engagés, qui ont un objectif de changement politique, etc., ça naît quand même au départ d'une émotion, parfois de l'empathie aussi. Et dans le cas de Dorian, je pense que moi j'étais pas là dans le projet encore, mais ce qu'il nous a raconté, c'est qu'il a été extrêmement touché par ces pêcheurs artisans qui se retrouvaient là aux côtés de Bloom dans un univers qui n'est pas le leur, celui des grandes institutions européennes. C'est le moins qu'on puisse dire. Et en fait, je pense c'est vraiment né de l'émotion, de l'empathie qu'il avait pour ces gens, du fait de la prise de conscience du fait que c'était le destin de ces gens qui se jouaient finalement sur les quelques mois ou années qui allaient suivre. Et ensuite, évidemment, quand on prend du recul, qu'on pose les choses et qu'on réfléchit, on se dit que le film peut être un instrument de plus au service d'une campagne et d'une cause, mais ça vient finalement après l'émotion, après les personnes. Voilà. Oui, donc il y a d'abord l'idée de raconter une histoire, de mettre en avant des personnages, parce que dans un documentaire, même si c'est le réel, il y a effectivement des personnages, et comment justement on arrive au moment du développement de l'histoire, que ce soit les relations entre l'association et la production, mais également avec les réalisateurs, à faire ce balancier finalement entre d'une part le côté émotionnel, d'autre part le côté rationnel, les faits, les engagements et les enjeux que porte l'association, et puis les impératifs justement de storytelling et de narration. Je dirais que c'est un équilibre, c'est un fil sur lequel on essaie de marcher et qui est parfois un peu ténu. Ce qui est sûr, c'est que Bloom a été extrêmement précieux pour nous pour ce qui est de
l'exactitude scientifique et l'exactitude des faits. Parce que en fait, personne n'est aussi expert qu'eux sur le sujet. C'est des sujets hyper techniques, pointus, et évidemment que Dorian, les réalisateurs, moi, on s'est intéressé à ces sujets, mais pas du tout avec la profondeur et la compétence des gens de Bloom. Donc pour tout ce qui est vraiment exactitude des faits, la science, on s'est appuyé sur eux. Et ensuite, en fait, ce qui est parfois délicat, c'est qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on crée un film, on raconte une histoire qui doit intéresser et captiver un public. Et donc, on est parfois amené à faire des choix, évidemment. Il faut que des personnages sortent. Donc, si des personnages sortent, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont aussi dans l'histoire et qui sont parfois un peu plus mis de côté pour des raisons dramaturgiques et narratives. Pareil sur les événements. En gros, la campagne de Bloom, elle a été émaillée de multiples rebondissements, événements, manifestations. Et en fait, ça a été un maelstrom d'événements et dont il a fallu arriver à tirer un fil qui se raconte bien en 52 minutes et qui est compréhensible par le public. Donc là aussi, on s'est un peu arraché les cheveux. On avait tourné beaucoup de choses. Parce que la difficulté principale de ce film, c'est qu'on a tout tourné sans savoir ce qui allait se passer par la suite. C'est-à-dire qu'il y avait un scénario théorique, mais on n'avait aucune idée que la pêche électrique allait finir par être interdite. Et même moi, mon intuition, quand j'ai commencé à produire ce film, c'est qu'elle n'allait pas être interdite. Et celle de Bloom aussi, mon intuition basée sur celle de Bloom. Et en fait, on avait écrit un scénario comme s'il n'y allait pas avoir ce dénouement-là. Et donc, on a tourné, parce qu'on ne savait pas, en fait, chaque jour, chaque semaine, ce qui allait se passer et ce qui allait constituer la fin du film. Et justement, du côté de l'association, est-ce que parfois, il n'y a pas un peu de frustration finalement parce qu'on a une idée de vers quoi on veut aller? Il y a l'idée d'engagement, évidemment, et finalement, on doit se confronter à la vision du réalisateur, qui n'est pas forcément la même s'il défend la cause, même s'il la partage. Alors, pour ne rien vous cacher, et pour être totalement transparent, on a vu le film après le premier montage. Il y en a eu plusieurs. Et en fait, là, on était totalement décontenancés par le résultat. Voire, après tu pourras dire. Hein. Je verrai ma version après. Voire un peu en colère, en fait, parce que à l'issue du montage, on ne voyait que deux personnages qui étaient deux pêcheurs artisans, un anglais et un français. Grâce à qui on a pu faire campagne, donc, puisqu'on a obtenu les portes ouvertes au Parlement européen. Sauf qu'il faut savoir qu'un pêcheur artisan ne peut pas mener une campagne, ne peut pas gagner une campagne, et on a l'impression que toute la campagne reposait sur ces deux personnages-là, alors qu'en réalité, on était obligé de leur écrire leur speech. Non, si c'était le premier montage, ça. On avait l'impression que... On n'est pas d'accord, hein. Je crois qu'on n'est toujours pas d'accord. On avait juste l'impression que nous, on était en fait, en gros... Enfin, surtout Laetitia Bizio, qui est une chercheuse et grâce à laquelle on a réussi à faire campagne pour cette interdiction de la pêche électrique. En fait, on a l'impression que c'était la secrétaire des pêcheurs et que les pêcheurs menaient leur campagne en savant exactement où ils allaient, comment, etc. Et je trouvais personnellement qu'il y avait aussi pas mal de longueurs, d'images, de filets qui étaient remontés des bateaux. Et ça... Pour moi, c'était quelque chose que j'avais beaucoup vu. Alors peut-être parce que je baigne dans le secteur de la pêche depuis des années. Mais voilà. Donc et il n'y avait pas de rythme, à mon sens. Cette campagne qui était juste haletante, parce que toutes les semaines, il se passait un truc, parce que toutes les semaines, les lobbies nous mettaient des bâtons dans les roues et de façon extrêmement violente, et qu'on était en réaction permanente et qu'il fallait se réinventer tous les jours. En fait, on avait écrit une stratégie de communication. En amont, c'était hyper important, enfin c'est toujours super important avant de partir en campagne, on écrit une stratégie longue comme le bras, et ensuite on applique cette stratégie. C'est un peu comme un scénario finalement, le même mécanisme. Exactement, et on essaye de faire en sorte de faire tout ce qu'on a prévu de faire, ce qui n'est pas souvent, enfin ce qui n'est pas toujours le cas. Et là en l'occurrence, on avait coché toutes les cases, mais malheureusement, il y avait des rebondissements qu'on n'avait pas du tout imaginé, pas du tout anticipé, et ce qui fait qu'on était obligé de se réinventer en fait tout le temps. Donc il y avait une espèce de rythme comme ça, hallucinant. Enfin, je vous cache pas que j'ai fait un burn-out juste après la fin de la campagne, enfin même en milieu de campagne, tellement on était épuisés parce qu'on ne dormait pas. Et tout ce rythme-là, je trouvais, ne se ressentait absolument pas au premier montage, qui était vraiment axé sur les deux pêcheurs et qui, voilà. Et pour moi, un documentaire, c'était pas ça en fait. Ça, c'est une fiction. Je trouve qu'on n'était pas assez proche de la vérité du combat qu'on a mené ensemble, pêcheurs et ONG, pendant 1 an et demi.
Droit de réponse. Non, mais pour... bon, déjà, il y a deux choses par rapport à ça. La première, c'est qu'un premier montage, c'est un premier montage. Donc en gros, non, sur les questions de rythme, etc., c'était évidemment un film qui était encore une sorte de brouillon. Après, c'est sûr qu'on a eu des vrais questionnements sur l'équilibre quelque part entre donner à voir et à ressentir ce qu'est la perception du sujet par les pêcheurs artisans et ce qu'est la vie de ces pêcheurs artisans. Et puis, ce qui constitue quand même le cœur du film et évidemment de la campagne, à savoir le combat législatif et politique qui a été mené. Et c'est sûr que... Et après, voilà, l'autre impératif qu'on avait, et c'était pas un pari facile, c'est qu'il fallait arriver à être un minimum didactique pour expliquer quand même les bases du fonctionnement de la création d'une loi au sein des différentes instances européennes. Il y a la Commission, il y a le Conseil, il y a le Parlement, il y a le trilogue. Il y a quand même plein de choses qui sont pas hyper claires dans l'esprit des gens et qui, je pense, pour nous, ne l'étaient pas forcément au début du projet. Donc c'est sûr qu'il a fallu se creuser un peu la tête. Et nous, pour être honnête, on l'a pas hyper bien pris non plus quand Bloom nous a dit que voilà, c'était complètement raté et qu'on avait fait un mauvais travail. Parce que, alors certes, c'est pas un film qu'on fait pour Bloom, c'est pas une commande de Bloom déjà. Bloom n'a pas financé le film, Bloom n'est pas coproducteur du film, donc c'est notre film, mais évidemment que c'est un film qui, par sa constitution même, a besoin, se base sur ce que fait Bloom. Enfin, c'est Bloom et les gens qui travaillent pour Bloom sont à la fois les acteurs du film, ceux qui nous donnent le fond du film, ceux qui participent à la big picture et ceux avec qui on avait envie de promouvoir le film pour continuer à parler du sujet et à peser un peu sur le Et c'est débat. un acteur important, évidemment, même si effectivement au début, les pêcheurs étaient, paraît-il, parce que j'ai vu que le montage final mis en avant, mais on sent pas, justement, c'est là peut-être qu'il y a un arbitrage qui s'opère justement entre associations, ONG et les réalisateurs, c'est que on sent bien sur ce film et que les pêcheurs finalement incarnent, ce sont les personnages principaux, ce sont vos personnages, et que parfois ils vont être un moyen de faire passer un certain nombre de messages auprès du public qui va peut-être s'identifier à eux. Et donc, j'imagine que du coup, il y a un travail finalement de scénarisation qui n'est pas évidemment le reflet exact de la réalité et de ce qui peut se passer. Par exemple, le fait que leur discours soit écrit, que leurs pensées soient mis en musique, on va dire, par Bloom. Mais je dirais que quelque part, c'est un peu normal. C'est le cas même dans les fictions. Tout d'un coup, on se dit bien que telle figure d'engagement, derrière, il y a tout un tas de spécialistes qui les aident pour pouvoir mettre en place un discours et qui ne sont pas tout seuls, quoi. Voilà. Ouais, non, bah, bien sûr. Enfin, c'est le film. On est contraint par une durée. On est contraint de pas sophistiquer, entre guillemets, le déroulé du film. On est quand même dans le cadre d'un documentaire et on a quand même une exigence de coller à la réalité par le fait qu'on parle de vrais sujets politiques, de vrais engagements pris par des ONG, de vrais travails de députés, de vrais pêcheurs. Enfin, tout ça c'est vrai. Je pense là où il y a des libertés qui peuvent être prises par rapport au déroulé exact des faits, c'est dans le choix de ce qu'on ne montre pas et de ce EUX qu'on ne montre pas. Je pense que c'est là. Sachant que vous n'avez que 52 minutes, par ailleurs. Non, mais en fait, il y a aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est que Bloom est soumis à une pression constante de la part des lobbies qui sont vraiment 10 fois plus forts que nous, puissants humainement et financièrement. Et en fait, on est une toute petite structure, donc notre parole doit être vraie. Et elle doit être juste. Et c'est pour ça que d'ailleurs que l'équipe est constituée de 5 chercheurs. C'est que tout ce qui sort de chez nous, en fait, toute notre parole ne peut pas être critiquée, ne peut pas être critiquable. C'est-à-dire que sinon, il y a tout le monde qui nous tombe dessus et notre action, en fait, elle ne peut pas aboutir. C'est pas possible. On doit être irréprochable en permanence. Donc, on est beaucoup dans la vérité. Et je pense aussi que c'est pour ça que notre réaction a été aussi virulente au premier montage. C'est que ça ne représentait pas la vérité. Et que nous, on a besoin de cette vérité, parce que si on n'est pas dans la vérité, en fait, on est mort, on n'existe plus. Et donc voilà, je pense aussi que c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas très bien réagi, mais ça ne correspondait pas à la vérité, en fait, ce qui était montré. Et la vérité, c'était que
les pêcheurs, ils sont arrivés, on les a appelés quand on a eu besoin d'eux, et c'était pas eux au départ. Enfin voilà, c'était juste une mauvaise, je pense, une interprétation qui était un peu trop romantique par rapport à la réalité. Il y a ça, et après juste un autre truc, c'est que je pense que la campagne en question, elle a duré plus de 2 ans. Nous, on a tourné le film sur une période d'1 an, donc on a Dorian, un des réalisateurs, suivait Bloom depuis presque le début, mais la production en tant que telle du film, elle s'est faite, disons, à mi-chemin et à peu près jusqu'à la fin de la campagne. Et je pense que ça aussi, comment dire, par rapport à l'exact déroulé des faits, quelque part, le film a pris un peu le train en marche. Et donc nous, il a fallu qu'on construise un narratif qui raconte toute la campagne, mais finalement en se basant sur, en grande partie, même si on a récupéré quelques archives de la première moitié, mais en grande partie sur la deuxième moitié de campagne, ce qui peut expliquer parfois quelques libertés qu'on a prises. Alors je vous invite à découvrir. Le film est-il toujours visible sur ces France 3? Je crois qu'il a... Oui, alors voilà, on est en discussion avancée pour que le film passe sur France 3 national. Et sinon... Il est passé sur France 3 Hauts-de-France au départ. Hauts-de-France, exactement. Ouais. Et sinon, on a un site web, what-de-fiche.com, sur lequel on recense toutes les projections débats qui sont organisées. Et il y en a beaucoup, parce qu'on a vraiment envie que le film puisse vivre au plus près des gens et qu'il y ait une discussion à chaque fois après le film avec, selon les cas, des pêcheurs, des personnes de Bloom, l'équipe du film. Et on se rend compte, c'est hyper intéressant, que les gens ont évidemment plein de questions sur ce qui s'est passé dans la campagne, mais aussi plein de questions sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux, à leur échelle individuelle, et comment, eux, en tant que consommateurs, doivent consommer du poisson. Et donc, à chaque fois, on essaye, en général, c'est Bloom, essaye de répondre à ces questions qui sont nombreuses. Et je vous recommande de voir le documentaire qui est super. Voilà, comme ça, vous pourrez vous faire une opinion. Est-ce que justement le documentaire a eu un impact justement concernant Bloom? Je veux dire, est-ce que ça vous a aidé a posteriori? Alors c'est pas tout à fait le sujet, mais j'en profite parce qu'on parle de ça, malgré évidemment les réserves que vous aviez par rapport à certains points de vue. Mais est-ce que ça vous a aidé justement Je pense que ça nous aide toujours. Enfin, ça nous aide pas nous, Bloom, parce qu'on s'en fiche complètement. On a zéro ego. Et c'est pas le but, c'est pas de mettre Bloom en avant. Je pense que ça aide énormément. En fait, la pêche est considérée comme la première mafia au monde. Donc, c'est un secteur qui est totalement opaque. Donc, un sujet pour Scorsese, peut-être. Et donc, faire la transparence... Non, mais on rigole, mais on est menacé en permanence. Enfin, c'est quand même un secteur extrêmement compliqué. Et donc faire la transparence, nous on essaye de faire la transparence sur ce secteur justement pour faire bouger un peu les lignes. Et donc ce film apporte de la transparence sur un épiphénomène dans le secteur, mais qui en fait peut être est représentatif de tout ce qui se passe dans le secteur. Et donc le faire connaître au plus grand nombre, c'est génial parce que ça incite à la réflexion sur, donc voilà, les pêcheurs artisans sont menacés. La ressource est menacée. Donc comment est-ce que je fais moi en tant que citoyen pour contribuer et faire ma part et essayer de freiner, de ralentir cette disparition programmée de la ressource et des pêcheurs. Donc pour ça, c'est assez génial. D'ailleurs, juste une petite chose, j'en profite. On a édité un tout petit document recto verso et qui explique comment mieux consommer du poisson. Donc, vous pourrez le demander à la fin de la session. Est-ce qu'on peut justement être engagé en termes de quand les producteurs, auteurs, et la question est assez large, sans être mono-orienté? Parce qu'après, il y a la question de la diversité des points de vue. Alors, je sais que dans le documentaire, c'était parfois un peu compliqué, mais justement, l'intérêt aussi, c'est d'avoir différents types de personnages, y compris ceux qui ne sont pas de votre avis. Alors, je sais qu'évidemment, une association, une ONG va défendre, et c'est bien normal, son point de vue et en premier lieu, mais justement, quand on est un auteur ou un producteur, comment, des fois, voilà, on essaye justement de donner la parole à des gens avec lesquels on n'est pas forcément d'accord. Est-ce que c'était une question, d'ailleurs, sur ce film ? Oui, je pense que c'est toujours une question sur ce genre de sujet.
Il y a plusieurs manières d'y répondre. La première, c'est que nous, dans le film What the Fish, on a, les gens qui sont les promoteurs de la pêche électrique, hein, ces hommes politiques néerlandais et le lobby de la pêche électrique en général, ont la parole. Donc il y a plusieurs reprises, ils sont à la tribune et on les écoute. Et on n'a pas coupé des petits mots pour en faire des montages, on leur faisait dire absolument ce qu'on voulait. C'est la première chose. Deuxièmement, il y a une partie de ces gens qu'on a essayé de contacter qui nous ont jamais répondu, tout simplement. Et troisième chose, c'est que on assume aussi le fait d'avoir un point de vue et donc une subjectivité, dans le sens où on suit des personnages qui sont engagés dans la poursuite d'une aventure, la défense d'une cause qui les dépasse. Et ça, c'était un choix de point de vue et un choix artistique qui fait qu'on n'a pas à aller donner la parole à absolument chaque personne qui pourrait avoir un avis légèrement différent sur le sujet. Sachant qu'effectivement, souvent, les bad guys ne veulent pas apparaître, j'ai remarqué, dans ce type de documentaire. Ce qui n'est pas le cas dans la fiction, parce que l'un des avantages de la fiction, c'est que on peut faire confronter, évidemment, les bons, les méchants, en tout cas une certaine liberté et certains points de vue qui ne veulent pas s'exprimer parfois dans un documentaire, on peut les mettre en scène justement dans une fiction de manière générale et une fiction à impact en particulier. Et justement, je voulais, parce qu'on est aussi là pour donner quelques clés à des gens qui écrivent des histoires, qui veulent écrire des histoires dites à impact, justement, quelles sont les choses, justement, les pièges à éviter quand on se lance dans l'écriture, où d'un coup on a un sujet qui est extrêmement fort, sur lequel parfois on s'est documenté, on peut aussi collaborer avec une association, et d'un coup on se dit, bon, j'ai à la fois le poids de mon sujet, qui est important à titre personnel, et même j'engage peut-être même des gens à travers ce sujet, et en même temps je dois écrire une histoire. Je crois que c'est ça l'écueil principal, en fait. C'est de donner le flanc pour se faire battre en disant je m'en fous des méchants, ils sont méchants, je vais les montrer en grands méchants. Et en fait, ça marche jamais, ça, parce que les gens qui voient le film derrière se disent ça, c'est un peu caricatural quand même. Donc, c'est un des gros écueils qu'on peut avoir, je crois. Et c'est vrai que c'est facile de se laisser embarquer parce que malgré tout, on écrit tous avec le cœur, on écrit tous avec ce qu'on a envie de dire. Et c'est facile de se laisser embarquer et se dire mais j'ai pas envie. Parce que quand on écrit, on est obligé de se mettre dans les baskets de tout le monde. Et j'ai pas envie de me mettre dans ses baskets à lui. Et en vrai, il faut le faire. Et il faut le faire, il faut chercher la faille, il faut travailler ce personnage-là aussi bien que le personnage d'un héros, d'une héroïne. Il faut que ce personnage-là, il soit assez fort et il faut qu'il soit assez humain, en réalité. Moi, je reste persuadée que les méchants les plus terrifiants, c'est ceux qui sont humains. Oui. Et c'est ça que j'essaye toujours de faire. Et je trouve que c'est ça qui réussit dans les films. Et c'est souvent... Parce que, voilà, on peut écrire les méchants des gentils. Et quand on écrit les méchants, souvent, on a plus de plaisir presque à leur trouver des failles et des défauts. On va très loin dans la backstory, même si ça joue pas forcément, mais on a besoin aussi de ça pour que ce soit juste. Il y a une phrase de Stallone en fait qui dit que le héros d'un film toute sa valeur vient du méchant en fait. Donc en fait le méchant, un bon méchant, effectivement un méchant travaillé, pas caricatural. Mais donc peut-être à la différence de certains documentaires, peut-être que nous on serait, j'ai fait des documentaires aussi. Et on serait très focalisé sur ce méchant pour essayer de comprendre ses raisons et à quel point il peut être séduisant, et tout en gardant l'histoire des deux personnages principaux. Apparemment, c'est ce qu'ils avaient choisi, c'était surtout de prendre deux personnages principaux qui étaient les pêcheurs. Mais oui, c'est un des écueils. Le deuxième, c'est d'être peut-être un peu trop militant aussi, malgré tout. Parce qu'on peut montrer un personnage militant et du coup épouser sa cause. Mais nous, en tant qu'auteur, on ne peut pas forcément se permettre de l'être trop, parce que c'est pareil, en fait, le rejet est assez immédiat, en réalité, du spectateur ou du lecteur, en premier du lecteur, en deuxième du spectateur. Le rejet est assez immédiat, en réalité. Donc, il faut toujours être assez vigilant. L'activisme peut finalement être une contrainte. Quand on croit vraiment une cause et qu'on s'engage dessus et qu'on doit écrire, c'est comment on fait la part des choses. Ouais. Par exemple, tu parlais de mafia sur la pêche, et quand on regarde le parrain, donc il décrit la mafia, mais il décrit tout l'aspect séduisant de la mafia. Et après, c'est une tragédie sur un personnage qui n'est pas fait pour ça et qui se fait choper par tout le pouvoir de sa famille.
Et c'est parce que c'est une tragédie que le film est aussi fort. Si c'était juste un descriptif de à quel point la mafia, il faut la combattre et à quel point c'est horrible, le film n'aurait pas autant d'impact en fait. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes impératifs. Les bonnes histoires ne sont pas forcément les bonnes causes. En fait, c'est deux choses qui sont différentes. Oui, puis c'est très difficile. Enfin, moi, j'ai été journaliste dans une autre vie. J'étais journaliste de cinéma, donc j'en ai vu beaucoup des films. Et c'est vrai que parfois, on voit des films et on se dit « Ah non, il s'est fait manger par son sujet », en fait. Et c'est vrai que c'est forcé. On se documente, on croise des gens, on a envie de porter quelque chose. La difficulté, c'est vraiment de pouvoir faire le step back et de se dire bon allez, si je veux raconter une histoire, une vraie histoire, une histoire forte, parce que c'est là-dessus qu'on accroche les gens, c'est les émotions, c'est l'histoire, c'est l'empathie avec un personnage, c'est un petit truc comme ça qui va vriller, et on a besoin de ça en réalité. Donc, je pensais, justement, l'avantage qu'on écrit une fiction, c'est qu'il y a des fois, effectivement, ça peut être le sujet principal, tout d'un coup une cause, et tout d'un coup ça va être, comme on a vu récemment dans Au nom de la Terre, ou Hors Norme, tout d'un coup il y a une base, on va dire, thématique qui est extrêmement forte, mais il y a aussi, parce que les sujets à impact, c'est pas évidemment uniquement la partie tout ce qui est question de climat, d'environnement, il y a aussi tout un tas de sujets sociétaux liés à la diversité, à l'inclusion. Et je pense à ça parce que on voit notamment dans le cinéma américain, ils sont assez forts pour ça. Il y a un aspect un peu contrebandier, c'est d'intégrer des éléments de société ou des messages pour faire passer, mais dans des films de genre finalement. Je suis tombé récemment, alors ça va vous faire rigoler, mais j'ai revu y a-t-il un flic pour sauver le président? Et il y a un vrai discours. Ça dure 5 minutes de début, mais c'est rigolo. C'est sur tout d'un coup, on va voir le film où justement il y a une histoire de climat où il y a un conseiller du président qui est pro-environnement et les méchants qui sont les gens du nucléaire, des énergies fossiles. Ils le kidnappent et ils prennent un sosie pour pouvoir dire au président, mais il faut absolument vous doubler le budget pour les énergies fossiles, etc. Et je trouvais ça vachement bon. Le film est des débuts des années 90, et je me dis finalement, ce film-là, qui est très mainstream, très grand public, c'est aussi une façon un peu maligne de faire passer certains sujets de société. Moi, j'ai fait une fac de cinéma, et à la fac, j'avais un professeur qui était... sa marotte, c'était les films d'horreur, en réalité, des années 80-90. C'était vraiment son truc, et donc à chaque fois, on avait un séminaire avec lui autour de ces films-là. Et souvent, souvent, ça revenait sur le même sujet, c'est-à-dire les messages cachés dans les films d'horreur des années 80 et 90, et la façon dont ils utilisaient ce genre pour dire des choses. On est tous très au fait du fait... Très mauvais comme phrase. Donc on est tous très attentifs et on le sait et on a vu les films. Voilà, on parlait tout à l'heure d'Avatar, mais Avatar est une fable écologique, bien évidemment. Ça, c'est les messages qui sont un peu forts et qu'on voit de façon assez immédiate. Et après, quand on écrit, on se fait plaisir quand même un peu. Ouais. Et on peut avoir un personnage qui dit 3 répliques sur un sujet qui nous tient à cœur, et ça suffit en réalité pour faire passer le message. Et peut-être qu'il y a quelqu'un... En vrai, quand on écrit, on se dit, on espère que quelqu'un va l'entendre et va se dire « Ah mais ouais, en fait ça fait quelque chose ». Donc c'est vrai que c'est parfois un peu plus détourné, c'est plus petit, mais heureusement qu'on peut faire ça. Et on avait dit qu'on parlait de Miyazaki, mais par exemple Miyazaki, il fait passer... Je pense que, en tout cas moi et beaucoup de gens de ma génération, on a été marqués par ces films-là. Et il a fait sans doute passer plus de messages écologiques que plein d'autres films, sans jamais vraiment... Enfin, il met tout en balance. Si on regarde même Princesse Mononoke, c'est un film, une épopée. Et c'est une femme, d'ailleurs, qui représente un peu les intérêts du début de l'industrie. Mais tout est mis en balance, pesé, et en même temps, il nous fait comprendre que la nature, il ne faut pas la mettre en danger, mais sans jamais prêcher, en fait, parce que le danger, après, c'est ça devient de la prêche, en fait, on n'écoute pas. Il y avait un podcast qui était pas mal sur, j'ai oublié le nom, sur Grave, où il disait qu'ils avaient fait une erreur en disant que c'était un film féministe, parce que le vendre en fait féministe, puisque le film est féministe, mais il ne faut pas le dire aux gens qui vont peut-être pas, qui sont pas féministes et qui vont du coup vont pas aller le voir. C'est quelque part de faire avancer certaines causes, mais de manière un peu plus sous-jacente. Bon, voilà. Là, je pense aussi récemment, il y a eu le film Black Panther avec un héros noir.
C'est un peu différent. Chez les Non, Américains, faire avancer la cause et prêcher, ça ne leur pose pas de problème. Oui, le prêche, oui, effectivement. Mais et là, il y a un film qui sort dans les salles, je crois qu'il est sorti mercredi, Birds of Prey, où c'est que des héroïnes féminines. Et donc, c'est la femme du Joker qui décide, moi, c'est bon, je vais prendre la place, j'en ai marre d'être caché derrière toi. Et donc, ça, c'est aussi des messages, quelque part, finalement, dans des films qui sont du pur entertainment. C'est une autre façon de faire passer les messages. C'est vrai qu'on n'est pas forcément toujours obligé d'avancer démasqué. Et on peut avancer masqué. Et même quand on avance masqué, moi je me souviens, il y a eu une énorme controverse au moment de la sortie, puisqu'on est dans les super-héros de Wonder Woman, où les gens disaient oui, c'est honteux, Wonder Woman, on s'en fout, vous êtes là en train de dire elle est féministe, on s'en tape. Oui, effectivement, on s'en tape en fait, qu'elle soit féministe, Wonder Woman. En vrai, on va voir le film d'une super-héroïne qui va faire des choses géniales, et du coup, en découle un message féministe, en réalité. Ça fait partie des choses qu'on peut faire aussi au cinéma, heureusement. Alors, je voudrais revenir sur les récits à impact. C'est vrai qu'on sent qu'il y a deux choses qu'on a pu constater. C'est que d'une part, le spectateur est en demande de films justement qui les questionnent en tant que citoyen, donc des films où il y a un certain réalisme finalement. Et puis que par ailleurs, vous êtes également des citoyens, en tant que vous n'êtes pas seulement artistes et citoyens, et qui a aussi envie de se dire le cinéma finalement, ou la télévision, ils ont un pouvoir incroyable. Et donc d'avoir envie d'écrire sur ces sujets-là. Est-ce que, par exemple, on en parlait avec François Régis, en termes de la manière d'écrire, ça doit se dire, tiens, je vais traiter d'un sujet, mais je vais intégrer des éléments, par exemple, de comédie, d'humour, et comment on arrive justement à trouver le bon curseur, parce qu'on parle de quelque chose qui nous tient à cœur, qui est extrêmement sérieux, et puis en même temps, on a envie aussi un peu de déconner. Bah, tu as parlé un petit peu d'hors norme. Je trouve l'équilibre est très bien trouvé, puisque le sujet, je ne sais pas si vous l'avez vu, est très très dur en fait. C'est sur l'autisme profond et sur des associations qui essayent. Et en fait, ils arrivent quand même à avoir une narration pas plombante. On ressort du film, on s'est quand même pris quelque chose dans la tronche, mais voilà, c'est quand même un bon film. Et c'est cet équilibre. Et je sais qu'ils ont passé beaucoup de temps à essayer de trouver le bon équilibre, parce qu'il y avait beaucoup plus d'éléments de comédie et qu'ils en ont un petit peu enlevé parce qu'on pouvait avoir l'impression qu'on se moquait un petit peu des autistes. Bon, voilà, sur une comédie sur laquelle je travaille, donc le sujet m'a été donné, et je n'ai pas trop le droit de le dire, sinon on va me tomber dessus. Mais c'est un petit peu pareil. Il y aurait vraiment une façon, a priori, facile de le faire, parce que c'est des gens qui ont une activité très positive. Et j'ai fait une première version, on avait l'impression qu'on se moquait trop, et donc ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marche plus. Pour vous donner un exemple sans trop dévoiler, je ne sais pas si vous avez vu le film Baba Cool, qui était un peu la bande du Splendide à l'époque, qui se moquait un petit peu des hippies. Quand tu seras débloqué, fais-moi signe, était le premier titre d'ailleurs. Ouais, voilà, bon, bah, ça va tout dire. Et qui a une morale, le film a plein de qualités, mais la morale est un petit peu réactionnaire, en tout cas pour aujourd'hui. C'est-à-dire, au fond, c'est quelqu'un qui est un peu bourgeois, qui va se fréquenter des Baba Cool parce qu'il est attiré par les filles. Et à la fin, on découvre que les Baba Cool, ils sont comme tout le monde, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de relations sexuelles, enfin bon bref, que finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bon, bah, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus faire ça, c'est trop... Ça n'amène pas assez au schmilblick, même pour faire rire, en fait, comme divertissement. C'est-à-dire qu'il y a une demande, je pense, de la part du public. Je pense que quand on parlait de sujets qui nous intéressent, en fait, je pense que c'est des émotions auxquelles on est confronté. Autour de moi, il y a plein de gens qui changent de vie, mais radicalement, qui font d'autres choses. Donc il y a une demande de sens. Enfin, je ne sais pas comment vous êtes lancé, vous, dans les documentaires et tout ça, mais... Derrière, il y a une démarche personnelle forcément forte. On a pu, peut-être, grâce à vos différents parcours. Oui. Fadette, c'est un petit peu différent parce que vous citez tout à l'heure patient, mais je sais que tu m'avais dit que ça n'avait pas été évident de convaincre, alors ça n'était pas ta partie, mais de convaincre les financiers autour de ces sujets-là. C'était plus ma partie, mais ça l'était quand même, parce que quand on s'engage dans une écriture, on a envie de porter le film, le sujet, on a envie qu'il puisse se faire comme on l'a imaginé, comme on l'a rêvé. Et c'est vrai que Patient, on arrivait avec... un film qui est un huis clos dans un centre de rééducation avec des jeunes entre 20 et 25 ans et qui ont des pathologies lourdes et malgré tout qui vivent, qui se marrent, qui s'engueulent. Et c'est vrai que c'est un point de vue... Alors Patient, c'est
évidemment adapté de l'histoire de Fabien de Grand Corps Malade. Et le premier truc qu'on a fait, en vrai, quand on a commencé à travailler ensemble, je dis alors, on va lui trouver un prénom. Je veux pas que ce soit toi. Ce sera pas toi. Parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'être trop proche. Il fallait faire de la fiction. C'était dans notre deal de départ à tous les deux. On va fictionnaliser, on va faire du cinéma. Et on voulait porter ça, et on voulait que ce soit quelque chose d'assez solaire en réalité. Donc on a écrit comme ça, on a convaincu des producteurs, ça a été un alignement d'étoiles, voilà, la voie royale. Et puis après, nos producteurs, ils en ont chié, parce que personne ne voulait s'engager sur un film sur des handicapés qui restaient dans leur centre pour handicapés. Et c'est vrai que c'était difficile, on n'a pas eu de télé, ça a été vraiment compliqué pour eux. Et pour autant, tout le monde a tenu parce qu'on pensait qu'on avait raison. C'est toujours, quand même, ça aide. Et on a tenu vraiment. Et c'est marrant que tu parles du mot, parce que sur les premiers jours de tournage, en fait, les producteurs sont venus sur le tournage. Donc on tournait dans le vrai centre de rééducation avec des gens qui étaient des figurants du centre, donc qui vivaient vraiment là. Et les producteurs, ils nous ont regardés, ils nous ont dit « C'est pas un peu trop drôle ?» Donc on s'est dit non, en fait, parce qu'il y a quelque chose qui passe aussi. Peut-être, moi, j'ai l'impression qu'on peut attraper facilement les gens quand on les fait rire. On peut aussi les faire pleurer, on peut aussi leur serrer la gorge, bien évidemment. J'ai l'impression que quand ils ont ri avec ces personnages-là, du coup, ils sont proches et du coup, ils épousent un peu peut-être plus facilement la cause. Alors, quand on traite d'un sujet, d'une thématique forte, souvent il y a une période au départ dans le développement de l'histoire. C'est que soit on a une histoire déjà assez précise par rapport à un fait qui s'est passé ou à un personnage de la vie réelle qu'on va mettre en fiction, ou parfois simplement, alors c'était je crois peut-être le cas de Hors Normes par exemple, où d'un coup les deux réalisateurs avaient travaillé avec l'association, puis ils se sont dit on en ferait bien une fiction, et donc ils ont développé une histoire autour de ça. Donc il y a une période qui concerne toute la documentation, tout ce qu'on peut amasser comme matériaux, et comment on arrive, alors je veux dire, c'est valable aussi pour plein de films, je veux dire, c'est pas que les films à impact, mais on arrive à se dépatouiller avec tout ça pour, à la fois, il y a la dimension citoyenne. J'aimerais bien le savoir, moi. Voilà. Il y a le côté un peu aussi engagé, etc. Il y a le storytelling, et il y a tous les éléments, tous les ingrédients, tout ce qu'on a pu avoir, et de se dire, à un moment donné, est-ce que pas en train de se perdre dans notre thématique. Voilà. S'il y avait une recette, je vous la donnerais avec plaisir. Ils sont venus pour ça. Ouais, je sais, mince la pression. Je pense qu'il n'y a pas de recette, si ce n'est de se dire à un moment, effectivement, mais ça vaut pour tous les sujets, on est obligé de se documenter, on est obligé de parler aux gens. Moi, j'ai travaillé plusieurs fois sur des adaptations d'histoires vraies. Et je suis très, très, très attachée au cinéma et à raconter des histoires. Et donc, à un moment, il faut se dire, OK, on a tout ça, on va le laisser là de côté. Notre base, elle est solide. Et on va raconter une histoire. Et forcément, pour raconter une histoire, on s'éloigne. Et c'est vrai que c'est du coup difficile à accepter pour les gens qui sont en face, parce qu'on est obligé de tordre la réalité. Parfois même, on est effectivement obligé de descendre d'un cran la réalité parce qu'elle n'est pas crédible au cinéma, parce que vous nous diriez ça va pas, non. Si on fait ça, on se perd parce qu'effectivement en face la déréalisation marche pas. Si on est dans la fiction, si on simplifie parfois un peu, si on est obligé, et de toute façon on sait bien que les gens qui regardent le film ne captent pas 100% des intentions qu'on y a mises. Donc du coup on fait de notre mieux. Et on essaye de raconter un maximum. Mais c'est vrai qu'on est obligé de tordre, on est obligé de changer. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors avec Fabien, c'était assez rigolo parce que les gens nous disaient c'est vraiment la vie de Grand Corps Malade. C'est pas vraiment, en fait. Cette scène-là, c'est sûr, elle sent le vrai, c'est du vécu. Non plus. Ça m'est arrivé aussi d'adapter des histoires vraies. Là, je travaille sur un thriller politique qui est l'adaptation de l'histoire qui est arrivée à quelqu'un. Et on l'a prévenu tout de suite, on lui a dit on va être obligé de tordre, en fait. On va être obligé de changer. Ce qu'on vous promet, et là c'est vraiment une promesse, ce qu'on vous promet, c'est qu'on va garder l'essence de ce qui s'est passé, l'essence de ce que vous êtes. Et c'est la seule promesse qu'on peut faire en réalité. Et l'essence, c'est quoi du coup? C'est la thématique? Qu'est-ce que tu Je crois que je vais te le dire en plus. Ah ouais, c'est ça. J'aimerais bien savoir. Moi, l'essence, c'est à la fois la thématique. Je dirais que c'est. Alors, ça paraît un peu mystique, ça paraît un peu étrange, mais peut-être une question d'énergie.
une question d'énergie, d'allant, d'intention, peut-être. De respecter l'essence d'un personnage. Ça veut dire que je vais respecter son intériorité profonde et sa conviction profonde, mais je vais peut-être pas l'habiller pareil. Voilà. Je voudrais qu'on évoque ce matin Mathieu Baudin, qui s'occupe de l'Institut des futurs souhaitables, parlait justement des récits du changement. C'était une manière d'ouvrir justement cette journée. Et ce qu'on se disait, d'ailleurs il y a eu des échanges avec des scénaristes qui étaient dans la salle, c'est comment peuvent collaborer les gens qui sont en train de réfléchir à notre futur et comment la société peut évoluer pour essayer déjà d'une part de travailler ensemble pour écrire de nouveaux récits et donc de se lancer notamment il y avait l'histoire de la science-fiction, un des genres qui a été beaucoup utilisé, alors plutôt d'un point de vue négatif, enfin dystopique et quasiment toujours, ou les films d'anticipation, et comment on peut peut-être imaginer justement des collaborations entre des instituts, des associations qui portent un certain nombre de réflexions, de sujets sur ce que sera le monde dans 20, 30 ou 40 ans, et de pouvoir justement écrire de nouvelles histoires à partir de ce matériau-là. Est-ce que c'est des choses qui vous intéressent, vous, ou simplement en tant qu'artiste, vous avez envie de dire, bon, j'ai envie de garder mon imaginaire? C'est toujours pareil, c'est de ne pas se noyer en fait, dans tout ce matériel, mais ce matériel-là il est toujours très utile. C'est cet équilibre-là à trouver qui est difficile. Mais sur même les films américains, j'ai lu sur la liste de Schindler, par exemple, je crois que Steve Zalian, qui a fini par faire le scénario, ça va être le 3e ou 4e. Et ceux d'avant, c'était complètement noyé dans toute la documentation, qui était incroyable. Et donc lui, sa technique, ça a été de faire sa trame, d'avoir en gros, comme la pièce de théâtre qu'elle allait jouer à travers ce film-là, donc ce personnage de Schindler, sur lequel il a collé, ensuite il a raccordé toutes les infos qui étaient vraies. Donc là, c'est pareil, si tu pars de plein de matériaux, ce qu'il y a de bien, c'est que tu chopes des trucs qui sont des fois plus fous que ce qu'on pourrait imaginer en fiction. Et après, il faut trouver une histoire avec des peurs, des émotions, et c'est souvent des peurs ou des envies. Et c'est ça qui accroche. Alors c'est marrant, ce que j'ai découvert aussi en réalisant un film et en écrivant un autre, c'est même en distribution, c'est ça qui accroche les gens, en fait, c'est les peurs. Si on regarde les bandes annonces et tout ça, c'est souvent les peurs ou les envies, mais bon, les envies, il y en a un peu moins en général, les histoires. C'est vrai que la science-fiction, souvent, a vocation, c'est plus de l'alerte en réalité. C'est regardez, on a fait ça et du coup, on se retrouve là. Et c'est de la dystopie que fait très bien Black Mirror, par exemple, qui est une série absolument extraordinaire et qui tord un petit peu notre réalité. Chaque épisode est une peur d'ailleurs dans Black Mirror. D'ailleurs, les solutions sont... c'est souvent effectivement on fait un constat qui est généralement assez alarmiste ou négatif, mais et se poser d'ailleurs la question, alors c'est peut-être plus une question de producteur, bien que souvent les questions que peut avoir un producteur, on peut le retrouver ensuite chez un scénariste, c'est de dire voilà, c'était bien, on a fait le constat sur un certain nombre de choses, la planète va très 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 mal. Mais quelle solution on peut trouver, comment on peut faire aussi une histoire intéressante avec justement des éléments positifs. Mais, tu vois, on parlait d'Avatar tout à l'heure. Avatar, c'est pas un film négatif, en vrai. Avatar, c'est un film qui dit regardez ce qu'on fait quand on découvre quelque chose, on pille les ressources, mais il y a une solution, et c'est porté par le héros. En réalité, qui lui-même change en fait. Du coup. Qui lui-même change, qui change d'avis, qui change tout ça. Donc c'est des valeurs qui vont être portées par un héros. C'est comment est-ce qu'on va sortir d'une situation problématique et comment il y en a. Alors c'est peut-être pas toute l'humanité qui va s'en sortir, mais on donne une piste en réalité via un personnage, via son parcours. C'est souvent des éveils de conscience en fait. Du coup, les histoires, c'est des héros qui sont aveugles en fait à une situation, qui la découvrent et en gros l'idée générale à chaque fois, c'est que si le changement doit arriver, il commence par soi en fait, par une paire. Je vous propose de prendre quelques questions avec la salle. Alors il y a des micros sur les côtés, je crois. Est-ce que vous avez des questions? Personne ne pose de questions. On a perdu le scénariste de la matinée. Sinon, moi j'en ai. Bon. Alors, pas de questions. J'ai une remarque, sinon, pour poursuivre là, ce que tu as dit juste avant sur
en tout cas dans le cas des documentaires, beaucoup de documentaires peuvent être vus comme ne présentant pas de solution. Donc les documentaires vont dénoncer des situations, montrer ce qui tourne mal sur la planète. Mais en fait, on peut aussi le voir d'une manière différente. Les documentaires qui s'intéressent à des gens qui combattent, à des gens qui luttent, c'est des documentaires qui sont à chaque fois porteurs d'espoir, même si, évidemment, en toile de fond, il y a un constat de dégradation, de destruction, de plein de choses. Mais, par exemple, pour revenir au film que j'ai produit, What the Fish, c'est sûr qu'on peut le voir comme un documentaire très déprimant. On raconte une mère... Ça finit bien, on peut dire. Non, ça finit bien, mais on peut le voir aussi. Il y a aussi en toile de fond, évidemment, la mer qui se vide, mais il y a des gens qui se sont battus, et surtout il y a des gens qui ont changé. Ce que tu disais, les pêcheurs qu'on suit, en fait, ils ont, je pense, au fil de ce combat, ils ont appris des choses, ils ont gagné sans doute en maturité politique. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'un des pêcheurs qu'on voit dans le film, il est candidat au municipal dans sa commune. Donc voilà, pour dire que il y a une conscientisation finalement que le film révèle, mais qui s'est aussi passé dans la réalité et qui est porteuse d'espoir. Et c'est pour ça que c'est un bon personnage principal de fiction. À l'inverse, peut-être des gens de l'association qui sont déjà conscients. Non, mais bien sûr. Puis de toute façon, on est moches et tous déprimés. Donc, ça, c'est peut-être une autre raison. Non, mais juste un truc, il faut quand même parler du succès de demain. Oui, je pensais à ça, effectivement, qui était pour le coup assez inattendu, parce que le film a connu un très gros succès, mais justement c'est de proposer justement des solutions, et c'est vrai que c'est assez rare. Et est-ce que justement au niveau des chaînes de télé aujourd'hui il y a une demande de proposer justement des contenus alors peut-être que vous voulez rajouter quelque chose avant. Non, si, dis. Bon, voilà. Ah oui, c'est possible. Ouais, je pense que demain, ça a quand même débloqué les chakras de plein de gens, et notamment auprès de ce qu'on appelle les diffuseurs, les chaînes de télévision, et qu'aujourd'hui, beaucoup de diffuseurs sont en attente de films qui proposent justement des solutions, des alternatives, etc. Donc je pense que les points de vue ont un peu changé, et demain, ça a été une superbe démonstration que le public pouvait aimer ce genre d'histoire. Il faut de plein de types d'histoires différentes de toute façon, mais il y a la place pour ces histoires-là aussi porteuses d'espoir, de solutions, et pour des utopies finalement. Sabine, je te rends la parole. Ce qu'il dit chez Arte, même, c'est que maintenant les documentaires, ils veulent des documentaires comme ça, plutôt positifs, qui sont, alors pas que positifs, c'est-à-dire qu'ils veulent des expériences de vie, des gens qui racontent leur quête, leur combat, et pas forcément que de la dénonciation. Parce que pendant longtemps, les documentaires étaient beaucoup, pas que sur l'environnement, mais c'était que de la dénonciation. Et là, il y a eu un shift, sans doute lié beaucoup à demain. Oui, on parle effectivement de trouver des solutions, donc effectivement d'avoir des personnages qui vont avoir aussi une démarche aussi positive. Je pense aussi dans un état, on va dire un peu dans une tendance un peu négative parfois, mais à juste titre, mais trouver des solutions. Maintenant, même le fait de chercher, ça peut être intéressant. Il y avait une interview avec Marc de la Ménardière, qui a fait un documentaire qui s'appelle En quête de sens. Et en fait, il y a plein de gens qui sont venus le voir. En plus, l'impact est un peu différent de juste de la consommation de divertissement. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont envie de changer, comme lui l'a fait derrière. Il racontait qu'il avait même des parents qui le traitaient de salaud en disant mon fils a regardé votre documentaire et maintenant il va ouvrir une ferme et tout ça. Bon. Mais donc du coup c'est un autre style d'impact, mais c'est juste donc même pas d'amener forcément une solution, mais juste de dire tiens en fait moi quelque chose me satisfaisait pas et donc j'ai cherché et voilà où j'en suis. Prise de conscience. D'ailleurs, quand vous discutez avec les gens qui voient vos œuvres, après, est-ce que justement certains viennent vous voir en disant suite à ce film-là, j'ai soit changé ma consommation de poissons, par exemple, non, mais est-ce que ça m'a donné envie de m'engager, par exemple, tout simplement. J'imagine que vous avez beaucoup de débats. Ouais, ce qu'on entend en tout cas souvent, et ça rejoint vraiment ce que tu disais, c'est des gens qui viennent nous trouver à la fin de la session de questions-réponses et qui continuent à discuter avec soit les gens de Bloom, soit avec nous, en nous racontant leur parcours de changement et en nous disant voilà, la quête de sens, moi je suis en train de vouloir changer, je suis en train de vouloir manger moins de viande et moins de poisson, et en fait les gens ont besoin de partager leur expérience de changement, sans doute parce qu'elle provoque en eux des doutes.
Enfin, au moment le changement, c'est souvent risqué. On a peur de perdre des choses. Et donc, c'est pour ça que ces films comme En quête de sens sont hyper forts. C'est que ça accompagne finalement des gens qui sont dans une transition ou dans un changement, en les rassurant, en leur montrant qu'il y a d'autres gens qui ont fait des changements assez proches ou analogues aux leurs. Et que finalement, on est tous dans une communauté, ou beaucoup de gens sont dans une communauté de gens qui se posent des questions et qui sont en changement. Et donc, ça crée une forme de lien social. Juste si je peux intervenir 2 secondes, c'est que, en tout cas nous, Bloom, ce qu'on reçoit, c'est toujours, ça nous donne de l'espoir. En fait, même si c'est pas gay, nos sujets sont pas gays, etc. En fait, ça donne de l'espoir parce que ça veut dire qu'on peut faire changer les choses et évoluer, faire évoluer les choses. Donc, aussi, on dit qu'on ne peut pas gagner de combat sans les citoyens. Et donc ça leur permet aussi de poser leur petite pierre à l'édifice. Donc voilà, il y a beaucoup d'espoir en fait. Je pense que c'est heureusement qu'il y a ça en fait, parce que c'est quand même pas si simple de faire du cinéma et c'est une suite de petits combats. Et en fait, ces moments où derrière le film est fait, où on le projette, et quand on reçoit en réalité des témoignages de gens qui l'ont vu et qui ont parfois vu la toute petite réplique qui nous faisait plaisir et qu'on avait mis juste en se disant allez, peut-être il y aura une personne sur 12 000 qui va la voir. Et c'est pour ça qu'on est là, en fait. Pour qu'on nous dise mais j'avais pas vu les choses comme ça, mais maintenant que vous me le dites, je le vois. Et c'est vrai que c'est la vraie raison pour laquelle on s'engage sur un sujet, sur une histoire, sur une envie de cinéma. Développer une histoire, souvent c'est 1 an, 2 ans, voire plus de travail. Est-ce que vous voyez justement de dire aujourd'hui de développer une histoire qui serait du pur divertissement? Au contraire, vous dites voilà, comme je vais passer 2 ans de ma vie, puis finalement j'ai un peu une responsabilité peut-être vis-à-vis du public. Je vais essayer quand même d'intégrer quand même des éléments un peu auxquels je crois. Ça n'existe pas du pur divertissement. Je ne sais pas. Je pense que personne n'est capable de le faire. À partir du moment où on écrit avec ce qu'on est. On écrit avec ce qu'on pense, on écrit avec ce qu'on a envie de porter, on écrit avec ce qu'on a envie de dire. Donc du pur divertissement, je veux dire, même allez, sortons le summum du summum, mais même les gros films de super-héros, c'est pas du pur divertissement. Il y a quand même des gens derrière qui ont une vision, une envie de dire des choses. Alors c'est peut-être un peu plus noyé dans la masse des effets spéciaux, mais c'est là, en vrai. Donc c'est vrai que on se fait quand même plaisir en choisissant les sujets sur lesquels on a envie de travailler. On se fait plaisir en choisissant les modes d'action, en se disant on va raconter un truc qui va peut-être les esticoter un petit peu. Mais malgré tout, d'abord, on est dans une industrie de divertissement, donc on fait du divertissement et on essaye de le faire avec intelligence. Enfin, moi, j'essaye. Ouais, en fait, il y a une analogie, j'arrête pas de faire des citations, mais de Weber, qui est qu'un film, c'est comme un médicament. Et en fait, si on n'utilise pas de crème en fait pour faire rentrer le médicament, ça ne rentre pas en fait dans le corps. Donc la partie divertissement, c'est un peu ça. C'est un équilibre après à trouver entre ce qu'on veut faire passer. C'est pas toujours des messages très compliqués d'ailleurs. Ça n'a pas besoin de l'être. C'est souvent des messages, en tout cas auxquels on croit émotionnellement de façon très forte. Et après, il faut quand même proposer une forme de spectacle et tout ça parce que les gens, ils n'ont pas que ça à faire non plus en fait. Le divertissement, c'est un peu la pommade. C'est la pommade. C'est une belle image qui permet de faire passer quelque chose. Ouais. C'est pour ça que Miyazaki, par exemple, je trouve qu'il fait ça très très bien. C'est-à-dire que sans jamais prêcher un retour à la nature ou quoi que ce soit, en fait, on le ressent beaucoup et dans des genres différents en plus. Il fait de l'épique, mais Mon voisin Totoro, c'est plutôt une espèce de comédie familiale. Donc c'est cet équilibre-là qu'en fait on cherche tout le temps. Toujours trouver le bon équilibre. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie et on va enchaîner tout de suite avec une table ronde. On a parlé d'écriture et donc on va enchaîner avec le financement et les financements innovants de la production SIE. Et je passe la parole à mon camarade Marc Auberon. Voilà, merci à vous.